Le think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest, Wati, avec le soutien de la coopération espagnole, a mis en œuvre un projet pour discuter et réfléchir sur le positionnement du genre au Sénégal. Mariam Sissé, chargée de recherche et de projet au think tank Wati, est aujourd'hui l'invitée de la rédaction sur Women First TV, la télévision des femmes. Elle va certainement mieux nous édifier sur la question. Mariam, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Nancy, merci beaucoup pour l'invitation. Mariam, ce projet intitulé Débat citoyen sur la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au Sénégal vient de boucler 12 mois de réflexion et de discussion sur la question. Quel est justement l'élément déclencheur de ce projet? Merci beaucoup Nancy. Alors comme vous le dites, nous travaillons sur un projet depuis le mois de janvier 2021 avec l'Agence espagnole de coopération internationale sur le développement, sur des débats citoyens sur la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au Sénégal. Le projet est en quelque sorte pour nous une continuité parce qu'en 2019, en 2018 et 2019, nous avions travaillé sur un autre projet pour voir un peu quelle était la place des préoccupations des femmes et des filles dans le débat politique dans le cadre des élections présidentielles de 2019 pour voir un peu quelle était la place qui était accordée à la question des droits des femmes par les différents candidats à l'élection. Et donc à la suite de cela, on s'est rendu compte que 3 thématiques principales s'est dégagées en ce qui concerne les femmes. Elles continuent à rencontrer des difficultés sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social de façon générale. Il y avait quand même quelques obstacles qui faisaient justement que les femmes ne parvenaient pas à atteindre tous les niveaux qu'elles devraient atteindre. Et donc à la suite de cela, avec l'agence espagnole, on s'est dit qu'on allait mener ces débats citoyens justement pour permettre d'avoir un cadre de réflexion, un cadre de discussion pour que la société puisse voir que même si on a l'impression qu'énormément de choses sont en train d'être faites pour les femmes, même si on a l'impression qu'il y a des avancées, il y a des progrès, les femmes continuent quand même à subir des inégalités dans la société. Quelle est donc la place de la femme dans la société sénégalaise? D'avant les indépendances, pendant les indépendances, après et jusqu'à maintenant, c'est une place qui a énormément évolué et qui, je le pense, continue d'évoluer. On est passé des femmes qui avaient dans la société un certain poids par rapport à la société traditionnelle, un pouvoir politique, un pouvoir décisionnel, à des femmes qui ont été cantonnées à des rôles seconds, des rôles domestiques, si je peux le dire ainsi, où la femme devrait se limiter seulement à être la mère, l'épouse, celle qui s'occupe de toutes les préoccupations à la maison des enfants. Et là, on a quand même une évolution parce que les femmes sont de plus en plus émancipées. On a de plus en plus de femmes qui sont instruites et qui s'affirment sur le plan professionnel et qui aspirent à occuper des postes de responsabilité, que ce soit dans le milieu professionnel que dans le milieu politique. Donc on peut dire que c'est une place qui a beaucoup évolué et qui continue à évoluer. Vous avez dit que c'est une place qui a beaucoup évolué, mais malgré cette évolution, on remarque également que beaucoup de femmes sont prisonnières des réalités socio-culturelles. Sur ce plan, quelle stratégie avez-vous adoptée aussi pour changer la donne? Nous avons déjà fait une phase d'identification de femmes avec lesquelles nous avons discuté. Des femmes qui sont présentes dans le domaine politique, qui sont présentes dans le milieu économique et qui sont présentes dans le milieu des médias, pour discuter avec elles, parce qu'on ne peut pas parler de la problématique des femmes sans donner la parole aux femmes. Ce sont elles les principales concernées. Donc nous avons fait entendre la voix des femmes en leur donnant la parole pour qu'elles-mêmes puissent nous dire quelles sont les préoccupations auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Et en tant que principales concernées, quelles sont les recommandations, les pistes d'action qu'elles pensent que si elles sont mises en œuvre vont permettre justement de soulager plusieurs femmes. Et ce sont des entretiens, des discussions qui sont largement partagées à travers les médias et à travers nos différentes plateformes et qui sont visionnées par des milliers et des milliers de personnes chaque jour. Au-delà de ça aussi, nous avons mené des tables rondes, des discussions virtuelles certes, mais avec des experts sur 6 heures maximum sur 3 thématiques, la politique, l'économie et la perception de la place des femmes et le rôle des médias, où des experts ont discuté avec nous pour nous dire ce qu'il fallait faire justement pour permettre sur ces 3 domaines de faire de telle sorte que les femmes puissent dépasser certains obstacles et aller à leur full potentiel. Et la synthèse de toutes ces discussions, recommandations qui seront ressorties, seront au final rassemblées dans un document que nous allons partager.
Il y a déjà depuis 2010 une loi sur la parité qui prônait l'égalité entre hommes et femmes. Croyez-vous que ça a porté ses fruits aujourd'hui? Oui, nous avons une loi à vocation paritaire, égalitaire depuis 2010 qui permet aux femmes d'accéder aux postes électifs et semi-électifs. L'analyse qu'on peut en faire, c'est que oui, la loi a eu quand même des résultats. Parce qu'avant la loi sur la parité, les femmes étaient quand même exclues des centres de décision politique, l'Assemblée nationale notamment, les conseils municipaux. Et depuis la loi, quand même, on a quantitativement, en nombre, un bond assez spectaculaire de la représentation des femmes. Les femmes sont présentes en nombre à l'Assemblée nationale, elles sont présentes en nombre dans les conseils municipaux, même si elles ne sont pas à la tête des collectivités. Mais quand même, sur ce point-là, on peut dire que la loi quand même a amené un changement. Mais comme le disait Mme Ndiaye, ancienne ministre, la parité n'est pas l'égalité. Même si la loi sur la parité a permis aux femmes en nombre d'accéder à ces instances de décision-là? Est-ce qu'elles ont le poids réel qu'elles devraient avoir dans le processus de décision? Est-ce qu'elles ont ces influences-là qu'elles devraient avoir dans les décisions qui sont prises? Est-ce qu'elles-mêmes, elles sont au courant de ce qui s'y passe de façon globale? Sur ce point, quand même, la loi a quand même certaines lacunes. Si on prend l'exemple d'une collectivité qui n'avait pas dans sa liste respecter la loi sur la parité, même si les organisations de femmes se sont regroupées, ont fait un recours et la juridiction compétente a reconnu justement que cette collectivité était en tort, il n'y a pas eu d'actions qui ont suivi. Donc pour moi, dans un pays qui se respecte, on ne peut pas avoir une loi et de notre côté que les acteurs puissent outrepasser la loi et faire ce bon leur semble, et c'est un désavantage des femmes. Donc vous voulez dire qu'il y a nécessité à repenser et à réadapter cette loi, surtout par rapport à un contexte purement spécifique? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc sur ce point-là quand même, il y aura des réadaptations à faire pour justement permettre à cette loi sur la parité de permettre aux femmes non seulement d'atteindre certaines instances en nombre, mais que qualitativement la représentation soit égalitaire. Moi, j'ai l'impression que quand on a voté la loi sur la parité, l'idée derrière, c'était juste de permettre aux femmes en nombre d'accéder à ces instances électives et semi-électives sans pour autant prendre en compte toutes les préoccupations qu'il y avait autour du champ politique d'abord et les préoccupations auxquelles les femmes étaient confrontées. Notre manière de faire de la politique au Sénégal fait que, qu'on soit un homme ou une femme, si on n'a pas une base politique qui est solide, si on n'a pas certains moyens financiers, si on n'a pas justement cette familiarité, j'ai envie de dire, avec l'appareil politique, avec l'appareil d'État, c'est compliqué. Et donc, avec la loi sur la parité, c'est comme si on avait jeté les femmes justement dans ce champ-là, qui est quand même, quoi qu'on puisse dire, un champ de bataille, entre guillemets, sans pour autant prendre en considération toutes les autres préoccupations qui étaient autour des femmes et sans réelle préparation pour les permettre justement, grâce à la loi, d'accéder de façon efficiente aux instances de décision. Mais maintenant, quelle solution proposez-vous, par exemple, par rapport à ça? La solution, elle est simple. La loi sur la parité a été votée en 2010, on est en 2021, ça fait 11 ans maintenant. Donc, il est temps de se poser, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de faire des analyses pour voir un peu si la loi sur la parité a permis aux femmes d'accéder, quelle est la plus-value en termes de politiques publiques qui ont été votées, qui concernent les préoccupations des femmes. Est-ce que les femmes qui sont à l'Assemblée nationale sont en mesure de dire que... D'autant plus que jusqu'à présent, 2% seulement des femmes sont mères. Oui, 2% de femmes sont mères. Sur les 557 communes que nous avons, il y a 17 femmes qui sont mères, 15 qui sont arrivées par les élections et 2 qui ont remplacé 2 autres mères. Et donc ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas juste se dire, oui, ça fait 10 ans qu'on a une loi sur la parité, on a une quasi-parité à l'Assemblée nationale, mais on a encore 15, 17 femmes qui sont mères, et donc il faudrait 10 ans après se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Se poser ensemble avec tous les acteurs qui étaient là, tous les acteurs qui sont là maintenant, et voir un peu quelles sont les réadaptations à faire, comme vous le dites. Voilà, mais par rapport quand même au local de 2022, au mois de janvier précisément, on a comme l'impression qu'il y a une représentativité quand même acceptable des femmes. Avez-vous cette lecture également au niveau de votre réflexion? Acceptable, je ne sais pas. Je sais juste que il y a 109 femmes quand même qui sont en tête de liste, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes élections. Mais on a je veux dire qu'il y a quand même une avancée, quoi.
Il y a une avancée, mais moi je crois qu'on pourra évaluer de l'avancée justement après les élections pour voir combien parmi ces femmes vont parvenir justement à être tête de leur commune. Et par rapport à cela, il y a un travail extraordinaire qui est quand même en train d'être fait par ONU Femmes avec le Conseil sénégalais des femmes, avec Madame Gassama. Elles sont en session de formation avec toutes ces femmes qui sont têtes de liste pour les préparer justement aux échéances qui les attendent au mois de janvier. Et on espère qu'avec cet engagement-là que les femmes ont et l'accompagnement dont elles bénéficient, on aura des résultats quand même qui seront probants. Au-delà de la parité, quel autre grand thème rayonne exactement autour de cette initiative? Comme je le disais tout à l'heure, il y a des préoccupations qui tournent autour des femmes et qui sont liées. On ne peut pas parler de représentativité politique si on n'a pas l'indépendance financière. Surtout que dans notre façon de faire la politique au Sénégal, il faut avoir des moyens. Et donc nous avons parlé de l'accès des femmes aux ressources économiques, pour l'emploi, pour celles qui sont entrepreneurs, mais aussi par rapport à la question foncière, pour voir quels sont les obstacles auxquels elles sont confrontées dans ces domaines-là. Pour celles qui veulent entreprendre, même si on sait qu'il y a énormément de mécanismes de financement qui sont mis en place pour les femmes, est-ce que ce sont les bons financements? Est-ce que ces financements-là sont adaptés aux besoins des femmes? Est-ce que dans tout cet écosystème-là, il y a tout ce qu'il faut pour permettre aux femmes d'avoir accès au financement? Et le troisième point qui a été pris en compte, c'est la perception que les Sénégalais ont de ce que devrait être la place des femmes. Et dans cette perception-là, dans la construction de cette image de la femme, quel est le rôle des médias? Et pensez-vous justement que les médias ont bien joué leur rôle en ce qui concerne cette lutte contre l'inégalité entre hommes et femmes? Alors, les médias, comme nous le disons tous, sont censés être un quatrième pouvoir, entre guillemets, dans nos sociétés. Les médias jouent un rôle énormément crucial dans tout ce qui est perception, dans tout ce qui est débat ou thématique qui est mise en scène sur la place publique. Je n'irai pas jusqu'à dire que les médias ont joué pleinement ce rôle quant à ce qui concerne la problématique des femmes, même si là, de plus en plus, on a des médias qui ont dans leurs différents programmes des thématiques qui sont dédiées au genre, qui sont dédiées aux femmes. Ce qu'on a plus l'habitude de voir, c'est justement dans cette place-là qui est accordée aux femmes, c'est une place qui, selon moi, ne permet pas de dépasser certains stéréotypes de genre. Parce que dans les médias, on a comme l'impression que les femmes sont, vous allez m'excuser le terme, chosifiées. Elles sont dans les plateaux de divertissement, dans les plateaux où on parle mode, beauté, folklore, où on a l'impression que le principal critère qui est retenu, c'est l'apparence de la femme. Et moins son intellect, moins ce qu'elle peut mettre en avant. Et même si dans les plateaux, on a des plateaux diversifiés qui parlent de politique, économie, sciences, là, on a moins de femmes et là où il y a le divertissement, il y a plus de femmes. Par rapport à l'économie, au cours de votre réflexion, est-ce que vous vous êtes heurté à cette réalité? Le fait que les femmes africaines ne soient pas autonomes financièrement. En tant que femmes dans nos quartiers, dans nos maisons, on se rend compte que les femmes sont souvent celles qui courent dans tous les sens justement pour atteindre cette indépendance financière-là. Ce qui n'est pas souvent chose aisée. Parce que les femmes, même si elles sont majoritaires dans la population, elles sont plus actives dans le secteur informel. Et ce qui justifie cela un peu, c'est que niveau éducation, elles sont quand même encore derrière. Les femmes n'ont pas, la plupart en tout cas, un niveau d'éducation qui leur permet de prétendre à un emploi salarial, respecté. Et même pour celles qui sont présentes dans le domaine formel, entre guillemets, elles sont heurtées à des inégalités de traitement même à l'interne de leur société. Et celles qui sont présentes dans le domaine informel ou tout simplement celles qui veulent entreprendre, elles n'ont pas tous les mécanismes de financement adaptés à leurs besoins. Et même si elles ont ces mécanismes-là, elles ont l'argent qui est là, ça ne suffit pas. Elles ne sont pas formées aux services non financiers qui leur permettent par exemple de savoir que si je veux tenir un projet, il faut que je parte d'un point A à un point Z. Voilà comment je dois gérer ma comptabilité, comment je dois comprendre ma structure, comment est-ce que je dois faire pour fructifier cet argent. Donc par rapport à l'aspect économique, il y a ce manque de synchronisation justement entre tous les mécanismes qui existent et les besoins spécifiques des femmes. Et même si on a ces mécanismes, les femmes ne sont pas formées aux services financiers qui leur permettent justement de fructifier ou bien d'avoir accès aux mécanismes qui existent. Vous avez soulevé un problème délicat, très bien, c'est-à-dire ce manque de formation pour les femmes.
n'est-ce pas, en ce qui concerne la gestion de leurs ressources. Maintenant, par rapport à tout ça, quelle politique publique devraient mener les États africains pour pallier ce problème? Les politiques que nos États devraient mener, prenons le cas spécifique du Sénégal, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, ne pas seulement se limiter à dire que oui, nous avons tel programme pour les femmes, oui, nous avons tel mécanisme pour les femmes, mais ne pas mettre les femmes sénégalaises dans une certaine généralité. Penser que toutes les solutions qui devraient s'adresser aux femmes devraient être les mêmes. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les femmes ont des réalités, des contextes, des besoins qui sont différents. Donc pour que ces politiques qui sont mises en œuvre puissent porter leurs fruits, il faut prendre les femmes dans leurs différentes spécificités. Savoir que la femme de Dakar, la femme de Saint-Louis, la femme de Casamance n'ont pas les mêmes besoins, que ce soit en termes de financement, en termes d'accompagnement ou simplement en termes de formation. La deuxième chose ensuite, c'est ne pas faire du saupoudrage. Dire que nous finançons les femmes avec des sommes qui sont souvent dérisoires, justement pour dire que nous finançons des femmes. Dans cette façon de voir les besoins des femmes, il faut aller jusqu'au bout. Si une femme a besoin de 5 millions, si une femme a besoin de 10, 15, 20, 100 millions, ne pas se dire oui, c'est juste une femme, on va lui donner peut-être 1 million ou 2 millions. Et le point spécifique au cas du Sénégal, qui selon moi est très important, c'est le fait que la plupart des financements qui sont dédiés aux femmes sont politisés. Ouais. Il faut justement se départir de cette politisation des financements qui sont faits aux femmes à l'approche d'élections, quand on a un nouveau maire dans un quartier, regrouper les femmes, leur donner des sommes, ça, dans le fond, ça ne sert à rien. Il faut avoir cette volonté d'accompagner les femmes sur le long terme et que cela puisse produire des résultats sur le long terme. Et pour ce faire, il faut des politiques publiques, comme vous le dites, des politiques publiques qui soient stabilisées, et qui ait une vision sur le long terme et qui ne soit pas seulement l'apanage d'un politicien qui veut se faire l'électorat féminin. D'accord, donc le problème que vous soulevez, c'est qu'il n'y a pas assez de suivi en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. C'est juste pour satisfaire quelques besoins. Depuis plusieurs années, je dirais même peut-être avant ma naissance, on a eu plusieurs mécanismes de financement, mais est-ce qu'il y a un réel travail de suivi qui est fait derrière? Est-ce qu'on peut nous dire quels sont les résultats qui sont sortis de plusieurs de ces mécanismes-là? Je ne pense pas, parce que les femmes continuent à être confrontées aux mêmes problèmes. Et donc certainement, il y a là où la chose n'a pas été prise comme il fallait. D'accord. Par rapport à ces besoins spécifiques, donc chaque femme doit être gérée de façon spécifique. Justement, ce qui vous permet de vous départir un peu du plan Beijing qui, depuis 25 ans, n'est-ce pas, reste toujours dans la généralité. J'espère que vous n'avez pas versé dans cette généralité, justement. Lors de l'élaboration du plan, quand même, nos femmes ont été représentées et elles ont été bien représentées par des femmes qui, à mon sens, comprenaient quelles étaient les préoccupations des femmes. Je veux juste souligner le fait que le plan Beijing a parlé de la femme dans un cadre purement général, sans spécifier les besoins. Vous savez pertinemment, aussi bien que moi, que les besoins de la femme occidentale ne sont pas les mêmes que les besoins de la femme africaine, sénégalaise particulièrement. Donc, il doit y avoir une certaine politique de distinction de besoins. J'espère que vous êtes dans cette dynamique. Et justement, c'est ce que j'allais dire, le plan de Beijing donne des orientations. C'est comme les différents pays qui sont membres d'organisations internationales, qui coiffent un peu. Les organisations ne vous disent pas il faut faire exactement cela. L'orientation, c'est que à ce terme-là qu'on arrive à ce résultat-là. Et le résultat, quoi qu'on puisse dire, c'est de permettre justement aux femmes de s'épanouir. Pour cela, ça a été très clair, les orientations ont été là. Maintenant, il appartient à chaque État, il appartient à chaque pays, au niveau national, en fonction de ces différentes... comment le dire, engagements, en fonction des différents engagements internationaux qu'ils ont pris, de se réunir pour voir justement comment faire pour suivre ces orientations-là et arriver à un résultat. Au Sénégal, nous avons la direction pour l'équité et l'égalité des genres, pour permettre à la société de comprendre quelles sont justement toutes les préoccupations qui tournent autour des femmes et le fait qu'il faille vraiment prendre cette question au sérieux et ne pas seulement la traiter dans... De façon générale, au niveau de votre réflexion, vous avez ciblé, par exemple, quel type de femmes pour faire véhiculer le message? Alors, nous sommes allés vers un certain nombre de femmes
Et la particularité par rapport à ces femmes-là, c'est qu'elles ont été choisies par rapport à leur domaine d'activité. Je le disais tout à l'heure, nous avons eu des femmes dans le domaine politique, des femmes entrepreneurs dans le secteur formel, informel, mais également des femmes des médias. Elles ont été choisies en fonction de leur expérience, en fonction de leur expertise sur les questions de genre, sur les questions politiques et sur les questions entrepreneuriales, mais aussi sur les questions de médias. Et donc, ce qu'on a essayé de faire justement, c'est que même si on n'a pas pu parler à toutes les femmes du Sénégal, c'est d'avoir une certaine diversité des points de vue pour justement, comme je le disais, ne pas avoir quelque chose qui soit général et qui ne reflète pas les spécificités des femmes sénégalaises. D'accord, on va essayer de revoir ça. Maintenant, il y a une autre donne, un grand problème. C'est-à-dire dès l'instant qu'on défend la cause des femmes, bon, ça nous fait penser à un seul terme, féminisme, un mot très chargé. Là également, est-ce que vous vous êtes heurté à cette grande difficulté? En tant que femme, pas seulement par rapport au projet, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Le terme féminisme a été tellement galvaudé qu'il est lourd de sens, comme vous le dites. C'est un terme qui aujourd'hui au Sénégal est assez péjoratif, de sorte que plusieurs personnes, même s'ils se reconnaissent dans la cause, dans le combat, ont peur de se dire qu'elles sont féministes ou qu'ils sont féministes. Il y a des hommes féministes. Et donc moi, je crois que c'est dommage. C'est très dommage qu'il y ait justement cette compréhension biaisée ou bien cette juste mal-compréhension de ce qu'est le féminisme. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes revendications que les féministes occidentales. Les réalités ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Nous, quand nous disons que nous sommes féministes, nous sommes là pour les causes des femmes. Et l'objectif derrière n'est rien d'autre que de permettre aux femmes, aux jeunes filles, de vivre dans des conditions saines, normales, qui leur permettent de développer leur plein potentiel sans obstacles qui soient liés à leurs conditions de femmes. Et si nous le prenons sur ce bout-là, je crois que nous sommes tous dans la société hommes et femmes féministes. Il n'y a pas à avoir cette réticence à utiliser le mot, ou bien cette peur justement quand quelqu'un ou quelqu'une dit qu'elle est féministe. Voilà, Marème, 12 mois de campagne de réflexion pour la cause féminine. Au sortir de ces 12 mois, quel est maintenant le bilan que vous allez faire de tout ça? Nous sommes au mois de décembre, donc nous sommes toujours en cours par rapport aux synthèses de tout ce qui est ressorti des discussions. Et une fois la synthèse effectuée, nous allons tout mettre à la disposition de nos partenaires, les médias et de toutes les personnes qui ont contribué à cette réflexion. Mais vous avez quand même une impression par rapport à tout ce que vous avez fait, une lecture quand même positive, quoi. Très positive. La lecture positive est que la société sénégalaise commence à se rendre compte de plus en plus quand même qu'on gagnerait. Qu'on gagnerait vraiment en tant que société, en tant que pays, en tant que nation, de permettre aux femmes d'avoir accès à leurs différents droits. Que cela ne sert à rien d'être une société majoritairement féminine, à 51,8% de femmes, et justement laisser continuer certaines inégalités, laisser que les femmes ne soient pas en mesure d'atteindre leur plein potentiel. On se rend compte de plus en plus que les gens sont éveillés par rapport à cela, par rapport à la plus-value que les femmes ont dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui est très prometteur. Voilà, chers téléspectateurs de Women First TV, la télévision des femmes. Je vous rappelle que nous avions aujourd'hui comme invité de la rédaction Mariam Cissé, chargée de recherche et de projet au think tank Wati. Mariam, je vous remercie bien d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup à vous, Nancy, pour l'invitation et à toute l'équipe de Women First TV pour le travail remarquable que vous faites justement pour permettre aux femmes d'avoir une tribune où s'exprimer. Nous remercions également nos partenaires, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, qui nous accompagne pour ce projet. Et j'invite tous les téléspectateurs qui veulent en savoir davantage d'aller sur notre site www.wati.org. Merci. Le message donc sur la question du genre véhiculé par Marème Cissé et bien entendu par les téléspectateurs. Je vous donne un rendez-vous pour un autre numéro de l'invité de la rédaction sur Women First TV, la télévision des femmes.